Vous écoutez Apéro Cigare, le podcast où on parle d'actualité sans vous endormir. Cette émission a obtenu l'acceptabilité sociale du plateau Mont-Royal. Mais en tout cas, j'espère. Yes, we can. Man, touchdown on the moon. Je vous demande de vous arrêter. C'est de la poudre de perlimpinpin. Au secours! Vous écoutez Apéro Cigare, l'émission où on parle d'actualité sans vous endormir. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance, comme d'habitude, de partager l'émission avec ma co-animatrice Hélène Bernardo. Hélène? Allô? C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui mélange nos deux expertises respectives. Je trouve ça intéressant quand même. C'est un beau mix. Je pense qu'on va parler de beaucoup de thématiques qui n'ont pas l'air liées vite de même, mais qui en fait se rejoignent. Bonjour Jeff. Bonjour Hélène. Comment ça va? Ça va bien, il me semble que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Exact. Depuis le dernier épisode. Très content d'être là avec nous. Ben, je suis dans le nous. Ouais. Content d'être avec nous aussi. Je pense que je fais... On sait pas ce qu'on est en train de faire. Non. En tout cas. Mais cette semaine, on a un invité très très intéressant pour parler de l'acceptabilité sociale. Exactement, on est avec Margot Morel. Salut Margot. Tu es doctorante en affaires internationales affiliée au CERIUM, le centre de recherche en relations internationales qui mêle chercheurs de l'UDEM, l'Université de Montréal, HEC et de l'Université du Québec à Montréal. Bonjour Margot, comment ça va? Bonjour Jeff, bonjour Hélène, ça va très bien en cette belle journée ensoleillée. Merci pour l'invitation. Merci à toi de l'avoir accepté. Déjà, on est super contents parce qu'on a rarement eu des voix féminines lors de cette saison. Puis là, on va parler d'un gros sujet. Tu disais, Jeff, l'acceptabilité sociale, ça veut un peu tout et rien dire, fait qu'on va revenir là-dessus. On va parler des sujets qui t'intéressent dans le cadre de ton doctorat, puis on va aussi parler de l'actualité qui touche à la fois le Québec, le reste du Canada, mais aussi qui est d'actualité partout dans le monde. Traditionnellement, pour commencer l'émission, on demande à notre invité une étoile et une brique. Qu'est-ce qui, cette semaine, t'a fait plaisir, cette semaine, ce mois-ci, cette année? Qu'est-ce qui est agréable, une bonne nouvelle pour le monde? Ouais, alors c'était un petit peu ça, ma première réaction, c'était de regarder l'actualité internationale et de me dire « Oh là là, ils veulent une bonne nouvelle, comment je vais trouver ça ?» J'en ai quand même une. Vendredi dernier, c'était le 8 mars. Donc le 8 mars, c'est la journée internationale donc de lutte pour les droits des femmes. Et donc c'est pas la journée de la femme, on s'entend. Et une bonne nouvelle, je pense, et c'est lié aussi au thème dont on va parler d'organisation des populations, de mobilisation citoyenne. En France, c'est la première fois qu'en fait il y avait un appel à une grève féministe générale. Donc ça a été fait par 5 organisations syndicales, donc les organisations syndicales principales, et 45 associations. Dont des collectifs relativement jeunes qui mobilisent mais plutôt les jeunes populations ou alors les populations qui sont peut-être moins militantes, moins moins première, deuxième vague, etc. Donc vraiment une mobilisation massive. Je pense que selon les organisations militantes et l'interorga, comme on l'appelle dans le jargon, il y avait plus de 100 000 personnes à Paris. Et en fait, je trouve que c'est vraiment intéressant et ça va revenir sur, à mon avis, ce dont on va parler plus tard, c'est la mobilisation massive, l'organisation de la population, mais aussi la convergence des luttes. Ça aussi, c'est un terme qui est souvent un peu galvaudé. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, cette année, ça s'est vraiment inscrit en solidarité avec plein de luttes ailleurs dans le monde. Donc, solidarité avec les femmes palestiniennes, avec les femmes iraniennes, avec les femmes ukrainiennes, etc. En disant, bah voilà, nous on se bat pour des thèmes qui nous sont propres dans notre pays, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, la lutte contre la précarité, etc. Mais on sera pas libre tant que les autres le sont pas, donc avec aussi un aspect antiraciste, etc. Et dans l'acceptabilité sociale, puis la lutte contre l'extractivisme dont on va parler, je pense que c'est très important d'avoir ces notions-là parce que c'est des sujets qui recoupent plein de choses, en fait, qui regroupent
le droit au territoire, le droit à la santé, le droit, la préservation des écosystèmes de manière générale, le droit des populations à faire entendre leur opinion et pas avoir une démocratie qui est un petit peu bafouée. Donc voilà, c'était plutôt une bonne nouvelle pour moi. Et puis il faut savoir qu'il y a une tradition en fait donc c'est pas du tout le premier pays à faire ça. L'Espagne l'année dernière, il y avait 3 à 4 millions de personnes mobilisées. Le 8 mars 2023, la Suisse a une longue tradition de grève comme ça. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses qui bougent et qu'il faut aussi voir les bonnes nouvelles quand il y en a. C'est intéressant, Hélène. Je te laisse continuer, mais je suis devenue féministe il y a quelques années parce que je crois à l'égalité homme-femme. Et c'est ça, moi, ce que je pense qu'est le féminisme, puis tu pourras me contredire et penser que je fais du mansplaining, mais toutes les gens qui écrivaient sur les réseaux sociaux, la Journée internationale de la femme, ça me... Ah, c'est grâce à moi! C'est grâce à la vieille émission d'Apéro Cigare où je t'ai expliqué qu'une femme, ça n'existe pas, puis... la Journée internationale des droits des femmes, et exactement. Non pas de la femme, puis ça... Là, j'avais quasiment le goût de répondre. Là, j'étais rendu un boomer de région. À écrire des commentaires Facebook. À dire à des gens, en leur expliquant. Fait que là, je fais non, OK, c'est pas le but de la chose, mais je suis content que tu en parles parce qu'effectivement, Journée internationale des droits des femmes, puis c'est le fun de voir que les gens se mettent ensemble, les gens voient qu'il y a des causes communes, puis qu'il y a une solidarité. Donc, chapeau. Oui. Ce que j'ai appris il y a quelques années aussi, c'est en fait l'inventrice de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. C'était en 1910 et les gens ont tendance à l'ignorer. C'était Clara Zetkin et donc c'était une Allemande qui a été en fait élue, donc j'ai pas fait allemand au secondaire, donc au Reichstag, je sais pas comment ça se prononce, mais voilà, qui était donc un peu une étoile montante du Parti communiste allemand avant la guerre, et c'est elle qui a imposé, entre guillemets, proposé du moins cette journée internationale en première, et en fait elle est tombée un peu dans l'oubli pendant et après la guerre, les pays occidentaux, mais c'est ça, traditionnellement, il faut se rappeler que c'est une journée de lutte, de convergence des luttes, et c'est pas une journée où on offre des fleurs et des aspirateurs. Moi j'ai eu droit à une bonne fête de mon chum. Je trouvais ça cute. C'est quand même fou de penser qu'il y a une dame qui en 1910 qui a voulu prendre la cause à cœur, puis qu'aujourd'hui ça sert des gens en réseaux sociaux à faire un peu de propagande, mais regarde, whatever. C'est pas le sujet de l'émission, mais bravo à avoir trouvé une étoile, puis ouais, bravo. Pour ta brique, donc quelque chose de négatif que tu as envie de critiquer aujourd'hui. À la brique, c'était plus facile. C'était un mur de briques. J'ai pris, c'est l'actualité autour de Northvolt, puis je pense qu'on va en reparler. Mais c'est ministre de l'Environnement, Benoît Charette, qui s'est fait fustigé, on va dire, par tous les partis d'opposition, parce qu'en gros, il a annoncé, et un peu pour la première fois avoué dans la presse, que le projet Northvolt n'aurait pas pu avoir lieu si jamais il y avait eu un examen du BAP, donc qui est le Bureau d'audience publique pour l'environnement. Et donc c'est les partis d'opposition, puis tous ont vraiment dénoncé justement un peu un saccage de l'acceptabilité sociale. On va en parler un petit peu plus tard. Mais c'est ça. Donc il a annoncé pour la première fois qu'effectivement il y avait eu des procédés légaux, je détaillerai après, mais qui ont fait que Northvolt a pu un petit peu passer entre les filets pour ne pas être soumis à une évaluation du BAP. Et il a notamment justifié ça par le fait que le Québec avait dû jouer un petit peu la course contre la montre pour attirer donc Northvolt, qui est une entreprise suédoise, pour ce méga projet de batterie, et notamment en disant voilà, sinon l'entreprise serait partie en Inde, en Chine. Donc voilà, c'est ça. Donc c'est un petit peu la brique. Et ça montre aussi les liens, on va dire, assez étroits et des fois questionnables entre les entreprises multinationales et les gouvernements. C'est le fun, c'est comme s'il y avait presque un organe qui pouvait vérifier la viabilité de ces projets qu'on n'utiliserait pas. C'est fou.
C'est un peu variable, hein? C'est ça. Exact. Mais c'est aussi qu'il y a un gros manque de transparence puis de méconnaissance. On en reparlera plus tard, mais comme tu parlais sur les réseaux sociaux du fait que les gens des fois marquent un peu tout et n'importe quoi, et on lit beaucoup sur les réseaux sociaux que le processus du BAP, ça dure entre 13 et 15 mois, que ça aurait été beaucoup trop long, etc., etc. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Le processus en lui-même dure longtemps, mais le travail du BAP, en général, en fonction des projets, c'est 3 à 5 mois, ce qui est quand même très différent de 13 à 18 mois. C'est rapide, là, pour... Et il y a des procédures accélérées, en plus. Donc, voilà, c'est tout un argumentaire un petit peu sémantique, etc., qui est mobilisé pour, en fait, justifier le fait qu'on a fait passer un peu ça. C'est difficile aussi, je pense, parce que c'est le changement de discours qui a eu lieu. C'est-à-dire qu'on dit une chose et 6 mois plus tard, on dit une autre chose. Il y a peut-être un enjeu les sentiments de la population, c'est peut-être d'avoir été... pas piégé, mais d'avoir été berné. Oui, c'est ça. C'est ça. Et puis, un autre argument un petit peu questionnable, c'est que, donc, pour le gouvernement, il est impératif d'avoir ce projet d'usine de méga-batteries pour l'électrification du parc automobile québécois, pour la réduction des GES. Donc, en gros, le gouvernement, il veut réduire ses émissions en 2030 de 37,5% par rapport à 1990. Et ils amènent l'usine Northvolt et la production de batteries comme étant un élément essentiel à ça. Ce qui est questionnable encore une fois, parce que cette usine, elle va notamment servir à exporter des batteries, donc c'est pas non plus que pour le parc automobile québécois. On peut se demander aussi à quel point l'électrification du parc automobile privé, c'est une vraie solution pour réduire les gaz à effet de serre. Donc voilà, il y a plein d'arguments qui sont mobilisés où on peut voir aussi que des fois on essaye un petit peu d'emmêler la population. On peut parler de l'aspect économique aussi, c'est-à-dire que est-ce qu'on a besoin du projet Northvolt? Tu sais, comme est-ce que ça crée quand même 3000 emplois? Donc ça a quand même du bénéfique. Puis le maire de McMasterville, la ville où le projet va avoir lieu, semble quand même enthousiaste parce que bon, ça dynamise la région, ça amène aussi toute l'idée des grappes, donc des entreprises qui vont devoir servir Northvolt, donc par exemple des gens en équipement, des gens de logistique, des gens... Donc il y a tout un écosystème autour du projet Northvolt qui crée quand même des emplois rémunérés. On le sait que c'est quand même une priorité du gouvernement. Mais est-ce qu'on a besoin du projet Northvolt, oui ou non? En fait, je pense que c'est une question, un point très intéressant que tu soulèves, dans le sens où c'est jamais noir ou blanc, et en termes d'acceptabilité sociale, ce qui est complexe, c'est que il y a des opinions divergentes, puis ça dépend comment tu prends la question, en fait. Et puis ça, c'est pas du tout spécifique à Northvolt. Ça existe pour tous ce qu'on appelle les méga-projets, donc des usines de batteries. C'est aussi, moi, ce que j'étudie beaucoup, les mines, les barrages, etc. Et dans tous les pays. Donc, c'est-à-dire que c'est un peu les mêmes problématiques que moi, j'observe dans le cadre de ma thèse en Asie du Sud-Est, en Asie centrale, etc. C'est-à-dire qu'il y a toujours cet argument de l'emploi, et notamment dans le cas du Québec, comme on est au Canada, etc., de l'emploi qualifié, de la grappe industrielle de l'innovation qui va être mobilisée. Pour moi, en fait, c'est une solution qui est apportée dans le cadre d'un certain paradigme qui, pour moi, n'est pas le bon. Non, mais c'est vrai. En fait, c'est oui, si tu restes dans un paradigme de croissance économique, il faut absolument innover, il faut attirer des entreprises étrangères pour créer ces emplois-là. Oui, dans le sens, c'est logique, et effectivement, il y a une logique rhétorique, il y a une logique argumentaire, et ça paraît presque imbattable comme argument, parce que du coup, on se dit, bah oui, c'est vrai, on a besoin d'emplois, etc., etc. On a besoin de redynamiser, ça c'est vraiment... je veux dire, le langage type quand on écoute les politiques qui parlent de ce genre de projet. Il faut redynamiser, il faut innover, il faut attirer les investisseurs étrangers, les capitaux, il faut aller plus vite, il faut qu'on soit compétitif dans la course mondiale, etc. Pour moi, le paradigme, en fait, c'est le paradigme qui est pas bon. C'est pas l'usine Northvolt en tant que telle. C'est-à-dire que moi, je crois pas que l'électrification du parc immobilier privé ce soit une solution, et je pense pas du tout que
les énergies qu'on dit renouvelables, type batterie, etc., ce soit l'entièreté de la solution. C'est-à-dire que pour moi, il faut aussi revoir nos modes de consommation vraiment de manière drastique, y compris si on l'a Northvolt, les batteries, etc. Si on parle par exemple de transport, mais si on parle de logement, etc. C'est ça qu'il faut revoir. Et en fait, on ne pourra pas atteindre nos objectifs si jamais on ne passe pas par une réduction vraiment importante et repenser la manière dont on consomme de l'énergie. Et ce qui est vraiment important, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a un livre qui est sorti récemment. Je vais retrouver le titre, mais c'est Sans transition, une nouvelle histoire de l'énergie. Et c'est un historien des sciences qui s'appelle Jean-Baptiste Fressos, qui en fait explique qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité de transition énergétique. Et ça, c'est quelque chose qui est très mobilisé par la classe politique, mais qui en fait est faux historiquement parlant. C'est-à-dire que on a tendance à penser que les énergies se remplacent sous forme de transition et que du coup, faire des batteries, faire de l'hydroélectricité, etc., ça va permettre de nous sauver parce que là, on n'utilisera plus d'énergie fossile parce que l'opinion publique commence à être relativement... d'accord sur le fait que le pétrole, le gaz, c'est un petit peu problématique. Donc on se dit, ok, on va faire de l'hydroélectricité, on va faire des batteries, ça va être bien. En fait, cet historien, il montre que, un exemple qui est assez frappant, c'est en 1900, l'Angleterre, quand elle a commencé à produire des usines à charbon, elle a brûlé, en l'espace de quelques années, plus de bois qu'elle n'avait consommé pendant le siècle dernier. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de transition du bois au charbon, on a juste utilisé du bois et du charbon, et notamment du bois pour faire fonctionner les usines à charbon. Et en fait, c'est une accumulation des énergies et des systèmes d'énergie qu'on a eu dans l'histoire, c'est pas un remplacement, c'est pas une transition. Donc en fait, pour moi, quand on regarde ça sous cet angle-là, on se dit, ok, il faut qu'on repense ça. Donc est-ce qu'on a... Très très longue réponse pour ta question, mais est-ce qu'on a besoin de Northvolt ? Oui, non, peut-être pas dans... En gros, oui, est-ce qu'on va avoir besoin de batteries ? Sûrement un certain nombre, mais pas pour remplacer dans nos VUS l'essence par une batterie. On pourrait avoir besoin de certaines batteries comme... je pense pas que ce soit réaliste de se dire que on n'aura plus du tout besoin de pétrole ou quoi dans les prochaines années. Tu sais, on va avoir besoin d'un certain niveau d'énergie. Le souci, c'est comment on l'alloue et comment on l'alloue pour fonctionner différemment et mieux en fait. Voilà, c'est très très long pour... Non mais c'est intéressant. Merci, ouais, on rentre directement dans le cœur du sujet. On a pris l'exemple de Northvolt, mais j'aimerais qu'on revienne plus comme en termes de concept et de théorie. On parle d'acceptabilité sociale, pas facile à dire. Ça inclut plein de notions. Celle de développement, celle de résistance, celle de communauté. Est-ce que tu peux nous parler de ces grands thèmes-là ? Pourquoi c'est pertinent ? Pourquoi il faut réfléchir à ça et être critique par rapport à toutes ces notions-là ? Bien sûr. La notion de communauté, puis c'est drôle parce que j'écrivais là-dessus hier, mais c'est une notion qui est compliquée, en fait, ne serait-ce que la notion de communauté, de territoire, et en fait de qui est légitime pour avoir un avis sur l'implantation d'un projet sur une terre, on va dire. Et en fait, ces méga-projets, souvent, ils ont des impacts qui sont directs, qui sont relativement quantifiables, et des impacts qui sont indirects, qui sont beaucoup plus compliqués à quantifier. Donc déjà, souvent, le problème, c'est pas une communauté qu'un méga-projet va impacter, ça va être des multiples communautés. Puis souvent, à l'intérieur de cette communauté, il va y avoir des divergences d'opinion. Et tu l'as souligné tout à l'heure, souvent, l'emploi, par exemple, c'est vraiment quelque chose qui déchire et qui en plus est exploité par la classe politique. Donc c'est ça va impacter des multiples communautés de manière directe ou indirecte, parce que si on parle, donc là on parle peut-être plus de Northvolt, mais si on parle par exemple des projets hydroélectriques qui ont été faits au Québec, si on parle de projets pétroliers, il y a les gens qui vont subir les impacts dans le sens vous êtes expulsés de chez vous parce que votre village va être inondé. Mais il y a aussi les gens, j'ai des cas que j'étudie en Asie, ça va être
en fait, nous, nos champs, le barrage ou la mine a modifié l'acidité du sol, donc en fait la culture qui est en fait notre culture de subsistance, on peut plus faire pousser ou moins bien, donc on est aussi impacté, etc. Donc bref, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup d'effets qui sont plus ou moins visibles, plus ou moins quantifiables, et c'est très dur en fait de déterminer qui est ou non impacté par ces notions. Et ensuite, souvent les études ont tendance à considérer les communautés, et encore plus quand on parle de Premières Nations, de peuples autochtones ou dans les pays en voie de développement, comme étant soit monolithiques, donc comme s'il n'y avait pas de dynamique de pouvoir, de hiérarchie, etc. Et assez passive au final, comme si les gens n'avaient pas d'opinion sur les projets qui étaient amenés. Donc ça, sur la notion de communauté, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que dans la littérature, que ce soit la littérature académique ou en tout cas les recommandations, les principes de bonne conduite, entre guillemets, que les entreprises qui construisent des mines, des barrages, des oléoducs, des usines ont, il y a vraiment avoir de bons liens avec les communautés, c'est super important pour l'acceptabilité sociale. L'acceptabilité sociale qui, la plupart du temps, est conçue comme quelque chose que l'entreprise doit obtenir pour pouvoir poursuivre son projet. C'est vraiment quelque chose d'assez instrumental, assez court-termiste, etc. Et c'est vrai que dans le but d'obtenir cette acceptabilité sociale, dans les bonnes pratiques, souvent il y a faire des projets de développement. Puis là, c'est peut-être un petit peu moins visible au Québec parce que y a un État qui est structurant, qui fournit des services publics, mais dans des pays en voie de développement, des pays du Sud global, je devrais dire plutôt, des fois, il y a des entreprises qui vont construire une école, un hôpital, etc., pour notamment acquérir cette acceptabilité sociale. Mais il faut voir aussi à quel point souvent, l'arrivée même de ces entreprises, ça va perturber le tissu social et l'organisation économique. C'est-à-dire que souvent, il va y avoir des travailleurs. Donc, c'est l'entreprise qui vient, elle amène souvent ses travailleurs en mode fly-in, fly-out. C'est le cas, par exemple, pour Trans Mountain, le projet de l'éoduc Trans Mountain en Alberta. Puis, en fait, l'entreprise, elle dit « Ah bah oui, on va travailler avec les communautés locales, donc avec les Premières Nations qui sont là. Ah bah c'est dommage, ils sont pas compétents, ils sont pas formés pour travailler avec nous. Bon bah on va faire venir nos travailleurs en mode fly-in, fly-out. » Et là, ce dont on se rend compte, c'est que bah, du coup, les infrastructures locales qui étaient faites pour un nombre limité de personnes se retrouvent vachement sous contrainte. Donc les hôpitaux, les écoles, etc. Souvent, il y a une augmentation des violences, etc. Donc la notion de tout ça pour revenir sur le fait que la notion de communauté, elle est compliquée à définir et même des fois, elle peut être instrumentalisée. Il y a des cas, notamment, je pense à un cas au Cambodge avec des entreprises chinoises, un barrage, puis justement dans les textes, eux, ils avaient vraiment défini les communautés impactées comme étant celles qui étaient déplacées et pas les autres, pour limiter en fait les compensations financières qu'ils allaient devoir verser à ces communautés. Donc on voit aussi que même la notion de communauté, elle est un petit peu instrumentalisée. La notion de développement, c'est un petit peu pareil, c'est aussi un paradigme, comme ce que je disais tout à l'heure, qui parfois peut être bon de remettre en cause parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait au nom du développement qui sont quand même assez critiquables. Puis pour prendre un exemple québécois, dans les années 70, il y a eu les projets par exemple de la baie James, les projets donc dans le nord du Québec, qui impactaient notamment la Nation Cri. Et puis la Nation Cri s'est fortement mobilisés. Ils ont même été, je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos, mais ils ont même été en kayak de la baie James jusqu'à New York City. Ils sont arrivés à New York City le jour de la journée de la Terre, puis ils ont été parler aux maires, etc. Parce qu'en fait, New York était le premier acheteur de cette électricité fournie par les barrages de la baie James. Et du coup, comme le gouvernement québécois était complètement sourd à leurs revendications, ils ont essayé d'aller voir le principal client pour faire pression, parce qu'encore une fois, quand on parle de cash, en général, ça marche mieux. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que donc cette Nation Cri se sont mobilisés, puis ça a
payé d'une certaine manière, dans le sens où après Hydro-Québec les a considérés comme un acteur pertinent, puis ils ont collaboré, mais au début, quand on regarde les vidéos dans les années 70, et ça se comprend avec le contexte politique et économique au Québec à ce moment-là, mais Robert Bourassa et puis tous les représentants politiques parlent de développement, d'aller développer le Nord, d'aller conquérir le Nord, etc., au nom du développement, en ignorant complètement le fait que il y avait des gens qui vivaient, qui avaient des sociétés structurées, etc. Ça me rappelle une histoire qui s'est passée en 1492. Je vois pas de quoi tu parles. En fait, tout se répète aussi de manière... Il n'y a rien de vraiment très nouveau. Aller conquérir des territoires où il y avait déjà des gens au nom de certains principes, je veux dire 1492, mais on pourrait aussi parler de... C'est l'histoire de l'humanité. Des Européens en Afrique, enfin je veux dire, oui, c'est ça. Et donc, c'est vraiment un discours au nom du développement économique du Québec, etc., qui a mené à ça. Donc le paradigme de développement, il est aussi de plus en plus questionné. Il y a des chercheurs comme Escobar qui remettent en fait en question complètement même la notion même de ce qu'on appelle le développement. Donc ça, c'est intéressant. Tu m'avais dit communauté, développement... Résistance. C'est Hélène. Et la résistance... c'est mon sujet, c'est ce qui me tient le plus à cœur, mais ce qui est assez intéressant, c'est que dans la conception mainstream de l'acceptabilité sociale, c'est, donc, comme je disais, quelque chose qu'on possède pour empêcher la résistance, et tout est fait pour qu'il n'y ait pas de résistance, le but étant de mener à bien un projet de développement avec des visées économiques et financières. Et après, la résistance, je veux dire, encore une fois, donc si je reviens au fait que la notion de communauté, elle est quand même complexe, la résistance, elle n'est pas automatique, puis surtout, elle est compliquée parce que c'est dur de se mobiliser, surtout si la communauté est fragmentée en termes d'opinion. Voilà, il y a plein de phénomènes sociopolitiques qui vont faire qu'il y a des périodes qui sont plus ou moins propices à la résistance. Un exemple... intéressant, par exemple, j'ai dit 2 fois exemple, il y a eu la victoire contre TransCanada, donc pour l'oléoduc qui devait traverser le Canada, l'entreprise étant TransCanada. Donc il y a eu une grosse victoire militante quand TransCanada a renoncé à ce projet-là. Et ce qu'on a observé un petit peu paradoxalement, c'est que après il y a eu une forte démobilisation. Donc ça, c'était fin 2016-2017. Et après, en fait, les mouvements écologistes ici au Québec, mais aussi au Canada, ont été assez démobilisés. Puis ensuite, il y a eu la pandémie. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on assiste à une remobilisation collective contre notamment la ligne 9B, contre Northvolt. Il y a plein de nouveaux collectifs, je pense que je reparlerai, la campagne Le Vivant se défend, il y a Mobilisation 6600, il y a plein de choses qui se remettent en place, mais c'est vrai que pendant quelques années, le Covid n'aidant clairement pas, on a assisté à une démobilisation, parce que donc en fait la victoire, je sais pas, peut-être les gens se sont assis sur leur laurier. Il y a eu aussi l'élection Trudeau, parce qu'en fait le gouvernement Harper, comme leur position était beaucoup plus conservatrice, et en fait quand on a un gouvernement conservateur, paradoxalement c'est plus facile d'unifier les mouvements écologistes. Donc c'est-à-dire que si t'as entre guillemets un opposant, un ennemi qui va vraiment catalyser les forces parce que voilà, il est plus conservateur, les positions sont plus dures, et ben les gens vont un petit peu mettre ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les mouvements sociaux, mais les gens vont un petit peu mettre de côté leurs différends pour voilà, lutter ensemble, alors que le gouvernement Trudeau est moins conservateur et a en tout cas officiellement des positions plus en faveur des enjeux écologiques, etc. Après, sur le papier, ça se traduit pas forcément par... en réalité, je veux dire, ça se traduit pas forcément par... voilà, mais... donc ça fait aussi que ça démobilise un petit peu les gens.
Puis il y a un autre phénomène, c'est qu'au Canada, la lutte contre les méga-projets, elle est aussi beaucoup portée par les Premières Nations. Puis avec ce qui s'est passé, le scandale des orphelinats, etc., il y a eu un repli en fait des Premières Nations sur eux-mêmes, leur communauté. Ils ont un processus de guérison qui est très, très, très compréhensible, mais qui font qu'ils ont un peu désinvesti, en tout cas les luttes communes autochtones allochtones. Et donc voilà. Donc la résistance, c'est toujours quelque chose qui est complexe, qui est pas garanti, qui est dur à mener dans la durée. Souvent, ces méga-projets, ils s'inscrivent sur des années. Et puis, en fonction des pays, si on parle aussi d'autres pays, par exemple en Asie ou quoi, qui ont des gouvernements autoritaires plus durs, etc., c'est aussi très risqué. Donc des fois, on fait plus face à des processus de micro-résistance, de résistance au quotidien, etc. Mais c'est pas partout que c'est possible d'escalader un pipeline, de bloquer le terminal d'Enbridge, comme l'a fait le collectif Antigone là, en octobre 2022. Voilà. C'est intéressant. Puis tu parlais de développement de communauté, puis je pense que faut mentionner que des projets comme ça font probablement pas des vainqueurs, mais il y a des gens qui vont être avantagés. Donc, une personne qui va travailler pour Nolvar, qui va vendre à Nolvar, qui va travailler en construction, probablement qu'elle est pour le projet, parce qu'évidemment, c'est utile à son bien-être personnel. Dans l'autre partie, la personne qui vit à côté de l'usine ou l'écosystème en général qui est peut-être détruit, par exemple, les fameuses grenouilles en Montérégie. Donc, il y a souvent, en fait, des vainqueurs et des gagnants et des perdants dans des projets comme ça. Puis, faut dire aussi qu'il y a un rapport de force parce que, effectivement, comme tu le dis, souvent les gouvernements vont être favorables à ces projets-là. Donc, il y a aussi un rapport de force, en fait. Mais tout à fait. Il y a des vainqueurs ou, mettons, des personnes qui bénéficient de ces projets. Ça, c'est sûr. Mais il y a aussi les fois où ça, c'est instrumentalisé par la compagnie. Donc, je pense à un cas, c'était en Bolivie, un chercheur qui a observé 4 entreprises minières. Et il observe qu'en fait, dans les communautés qui sont assez cohérentes, alignées, etc., en termes de valeurs, en termes de perspectives économiques, etc., et ben la résistance a beaucoup plus, se forme beaucoup plus rapidement et beaucoup plus solide, et c'est beaucoup plus simple. Et dans les communautés qui sont fragmentées, et en fait, dans ces communautés qui sont beaucoup plus alignées et soudées, en fait, l'entreprise, là, est un petit peu obligée de travailler son acceptabilité sociale, de fournir des projets qui vont bénéficier à l'ensemble de la communauté sur du long terme, type des projets qu'on peut appeler de développement. Les communautés qui sont beaucoup plus fragmentées, là, en fait, on s'aperçoit que ce qu'essayent de faire les entreprises, donc du moins dans cette recherche, c'est de coopter un petit peu les leaders, c'est les gens qui ont le plus de pouvoir, etc. Donc, en fait, d'accroître de ces fragmentations, ces fractures sociales pour encore plus diviser les communautés locales et en fait tuer un petit peu dans l'œuf la volonté de résistance. Et ça a été fait aussi au Québec. Je ne sais pas si vous êtes familier de la fonderie Horn. Puis il y a un livre qui vient de sortir ça s'appelle Voyage au bout de la mine. Et dans le livre, vraiment, il explique comment la classe politique a un petit peu... Et je suis pas en train de dire que tous les politiciens... je me rends compte que je... Tu veux travailler dans la politique, je pense que c'est terminé après cette émission-là. C'est mieux de rester en académique, mais... C'est ça. Je vais rester à l'université. Non, mais il montre bien aussi à quel point, en fait, l'argument du travail, l'argument de l'emploi, notamment dans des milieux... on va dire en région où il y a peut-être moins de perspectives d'emploi, etc. C'est l'argument phare qui est utilisé par le gouvernement pour dire, ils arrivent, ils vont fournir des jobs, donc c'est nécessaire. Sauf que, est-ce que des centaines de jobs, ça doit prévaloir sur... des milliers de personnes qui sont affectées parce que l'eau est polluée aux métaux lourds, parce que l'air est pollué aux métaux lourds. Enfin, dans le cas de la fonderie Horn, c'est quand même assez dramatique ce qui s'est passé et ça fait des années et il y a eu un silence
et une omerta qui a été notamment favorisée par la classe politique qu'on peut pas nier. Et alors bien sûr que oui, quand on est en position de vulnérabilité économique, on se dit c'est facile quand t'es payé à faire ton doctorat de dire ça, parce que si t'as vraiment besoin d'un job, bien sûr, mais c'est aussi peut-être au pouvoir politique d'organiser l'économie différemment pour que les gens n'aient pas à choisir entre un job à l'usine où il y a des gros risques de santé publique ou rien du tout, on va dire. Justement, en parlant de politique et de gouvernement, c'est quoi le rôle des gouvernements? Est-ce que c'est une zone tampon entre les communautés, les entreprises? Est-ce que y a vraiment du décisionnel? Est-ce que c'est un acteur à part entière? Qu'est-ce qu'on peut dire des gouvernements? Moi, je pense que c'est un acteur essentiel, mais pas... en fait, je vais commencer par dire une petite nuance, puis après, les gouvernements nationaux ou provinciaux dans le cas d'un État fédéral comme le Canada, mais je pense qu'ils ont un rôle essentiel à jouer, mais que c'est pas les seuls, dans le sens où il y a aussi une grande place qui est faite à ce qu'on appelle le micropolitique, donc la politique locale, etc. Et ça, c'est encore plus vrai dans des pays où il y a ce qu'on appelle des vides institutionnels ou des incertitudes institutionnelles, ce qui n'est pas le cas ici au Québec et au Canada, mais dans des pays où... Il y a plein de pays, en fait, où quand on regarde la législation au niveau national, en termes de droits environnementaux, en termes de droits des populations autochtones, etc., ça paraît assez réglo. On se dit, voilà, ils ont une législation de protection, etc. Et en fait, il n'y a pas du tout de mise en place au niveau local. Donc, il y a soit un défaut d'autorité ou, en tout cas, ces lois au niveau national ne sont pas du tout mises en place. Et au niveau local, on s'aperçoit que ce qui prédomine, c'est la politique locale, c'est les représentants politiques locaux, etc. Donc oui, les gouvernements ont un rôle très important à jouer. C'est pas les seuls. Après... Encore une fois, désolée pour ma carrière politique au Québec, mais là, par exemple, si on reprend le cas de Northvolt, le gouvernement a fait passer des lois, des règles en disant qu'il n'y avait aucun lien avec le projet Northvolt, mais qui sont quand même intrigantes de proximité, ne serait-ce qu'en termes de date, etc. Donc, par exemple, en septembre 2023, le lendemain de l'annonce du projet Northvolt, le gouvernement a annoncé qu'il haussait le seuil minimal de fabrication de cathodes pour qu'un examen du BAP, donc je rappelle le Bureau d'audience publique pour l'environnement, soit déclenché, donc de 50 000 tonnes à 60 000 tonnes. Northvolt, c'est prévu qu'ils produisent 56 000 tonnes. Et ça a été annoncé le lendemain. C'est un hasard. C'est un complet hasard. Je vois pas du tout le lien. Moi, c'est ça. Quoi, 60 000, c'est 56 000. Je veux dire, c'est quoi, là? Faut voir... On voit des liens partout. C'est ça. Mais les écolos, ils voient ils voient le mal partout. Ça, c'est ce qu'on leur reproche beaucoup. Et un autre curieux hasard, donc ça, c'est pour la phase 1. Peut-être il faut rappeler ça aussi que Northvolt, c'est 3 phases. La phase 1, c'est l'usine de fabrication de cathodes. Donc les cathodes, c'est pour faire des batteries. La phase 2, c'est l'usine d'assemblage de batteries. Et la phase 3, c'est l'usine de recyclage de batteries. Et pour la phase 2, autre hasard, c'est que cette phase a aussi échappé au BAP parce que donc ils doivent produire 30 gigawatts de capacité. Et il y avait un petit article qui disait à partir de 30 gigawatts, il faut soumettre le projet à une évaluation du BAP. Et cet article a tout simplement été retiré du texte. Ça arrive, honnêtement, un petit texte. Je veux dire, il était long le texte. Fallait le... C'est pas toujours fiable. Le stagiaire, Freddy. Oui, c'est une erreur, ça arrive à tout le monde. Donc il y a seulement la phase 3 qui va être soumise à un examen. Et c'est aussi que, ne serait-ce que ce processus de diviser comme ça le projet, en fait, en permettant du coup à l'entreprise on l'a vu en fait, de commencer tout de suite les travaux, donc ce morcellement du projet pour que ce soit soumis à des évaluations environnementales différentes, c'est inhabituel et puis c'est pas comme ça que ça se fait normalement. Mais bon, ça c'est un autre petit hasard. Et donc, pour revenir à ta question, il y a plein d'exemples qui montrent que il y a
au nom du développement économique, de la création d'emplois, de la course à l'innovation, etc. Il y a des lois qui ont été passées, mais c'est pas que le cas au Québec, au Canada, je vous rassure, ou pas. Mais il y a aussi des lois qui ont été passées au niveau fédéral pour en fait, pour rendre beaucoup plus difficile, par exemple, ce qu'on appelle le blocage d'infrastructures essentielles. Donc, le gouvernement Harper, par exemple, pour en fait éviter qu'il y ait des militants qui bloquent la fabrication de pipelines, ils avaient dit que toute entrave au fonctionnement d'une infrastructure essentielle, c'était qualifié de terrorisme. Et du coup, c'était passible de arrestation et compagnie. Ils avaient aussi, le gouvernement Harper, modifié une loi qui s'appelait... la loi sur les eaux navigables canadiennes, quelque chose comme ça, qui avait en fait retiré la protection de dizaines de milliers de lacs. Donc je sais qu'on a beaucoup de lacs ici, mais dizaines de milliers de lacs, c'est quand même beaucoup de lacs. Tout ça en fait pour faire en sorte que voilà, on soit pas trop regardant sur la pollution, etc. Je pense que le truc le plus choquant qui moi m'a vraiment donné envie de creuser ces sujets-là, c'est par exemple les fuites de pétrole. Donc, au Canada, les compagnies pétrolières ne sont pas tenues d'avertir le public, d'avertir personne, en fait, pour les fuites pétrolières en dessous de 1500 litres de pétrole. Aux États-Unis... C'est olympique, c'est correct, guys, c'est correct. Aux États-Unis, qui sont quand même pourtant pas les champions du monde de... Voilà, c'est 19 litres. Au Canada, c'est 1500 litres. Et après, donc ça, c'est au niveau fédéral. Les provinces peuvent légiférer. Donc, en Ontario, c'est 25 litres. Puis nous... Au Québec. Hélène, toi, c'est combien tu penses de litres au Québec? Je pense que c'est pas légiféré. Ouais, c'est ça, c'est pas légiféré. Donc, c'est 1500. Fait qu'on sait pas si l'eau qu'on boit, c'est correct ou pas. Là. Ben, 1500 litres. Regarde, si elle est brune, c'est correct. Tout ton corps, c'est un métaux lourd. Oui, c'est ça. C'est bien un peu de mercure, ça, regarde. Mais c'est ça. Donc après, le rôle des gouvernements, moi, je trouve que le portrait, en tout cas, quand on regarde ces modifications-là, en fait, de la législation qui... Là encore, je veux bien qu'on me dise que je vois tout en noir, etc. Mais bon, c'est quand même... C'est à cause de l'eau que je bois. 1500 litres, ça. Mais quand le rôle des gouvernements, en tout cas du gouvernement canadien, quand on parle d'exploitation minière, d'exploitation pétrolière ou de méga-projets, le côté a quand même... La balance penche quand même plus sur... favoriser les entreprises et le développement de leurs projets plutôt que assurer la protection des communautés, notamment en termes de santé publique, sans même parler de respect de l'environnement, mais voilà. C'est intéressant, puis je le dis pratiquement à chaque épisode, là, tu vas devoir prendre un verre parce que moi, je viens du nord du Québec. De Chibougamau? Comment tu fais pour savoir, Hélène? T'as-tu déjà entendu? J'ai entendu parler de Chibougamau. Mais, tu sais, par chez nous, pratiquement, je sais pas, 80% des emplois tient de l'extraction de ressources naturelles. Ouais. Si tu demandes à des gens là-bas, puis c'est pas un bloc monolithique, évidemment, mais si tu demandes à des gens là-bas, probablement qu'ils vont te dire que... Des gens blancs, hein? Ah oui, ben ouais. Il y a qui d'autre déjà? La nation crie, en fait. Non, je sais. Puis probablement qu'ils vont te dire qu'effectivement, en fait, c'est bien parce que ces gens-là dépendent donc de cette économie-là pour vivre. Ouais. Donc, c'est sûr que je pense qu'il y a à différentes échelles, justement, des gens qui vont être pour, des gens qui vont être contre en fonction de différents facteurs. Qu'est-ce qu'on fait après? Comment qu'on fait pour... c'est quoi les solutions pour essayer de satisfaire le plus de gens possible? Mais je pense que c'est une question qui est intéressante, importante et puis nécessaire de se poser parce que, encore une fois, si je reprends l'exemple de la fonderie Horn, par exemple, c'est exactement ça. C'est toute une région qui a été organisée autour du projet minier puis de la fonderie. Mais quand je dis toute la région, c'est-à-dire que même les réseaux de transport ont été créés pour
je veux dire, favoriser cette exploitation minière, etc. Donc, je pense que c'est très important. Et encore une fois, c'est là que, à mon avis, l'histoire de transparence, de communication, de comment les populations peuvent aussi participer, moi, je crois beaucoup à la création de projets qui sont... de projets de société, je veux dire, et de vivre ensemble qui soient collectifs. Puis... ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, je sais pas si vous êtes familier avec, le lien va paraître lointain, mais en fait non, avec la Convention citoyenne pour le climat en France. L'idée, c'était en fait de créer une convention citoyenne en prenant des gens au hasard, en mettant des gens ensemble pendant plusieurs semaines, avec des scientifiques, des experts qui venaient leur expliquer un petit peu les enjeux. Puis c'était des gens qui venaient de toutes catégories socio-professionnelles, tout âge et partout sur le territoire. Et donc les gens recevaient les informations factuelles des scientifiques, puis débattaient entre eux, etc. Et en fait, on se rendait compte que même des gens qui, a priori, étaient contre, je sais pas moi, la réduction de la voiture, contre la réduction de manger de la viande, etc., quand tu les exposes donc au débat public et aux faits scientifiques, au final... tu trouves des terrains des terrains d'entente via la communication puis la discussion. Là où je veux en venir, c'est que, à mon avis, bien sûr qu'il y a des territoires qui ont été organisés économiquement, etc., pour fonctionner autour de l'extraction des ressources. Mais je veux dire, ces gens-là, c'est eux qui payent le prix le plus fort. Parce que, bien sûr qu'ils travaillent, ils ont un job, et puis il y a une certaine fierté, il y a une identité autour de ça, mais il y a aussi des conséquences énormes en termes de, justement, de santé publique. Tu sais, les populations qui ont été exposées près de la fonderie, près des mines, en Alberta, aux projets miniers, etc. Et puis notamment les populations autochtones, mais même les populations allochtones, c'est eux qui payent le prix le plus fort en termes de problèmes respiratoires, de maladies chroniques, de cancers rares, etc. Donc au contraire, tu vois, je pense que c'est des gens, si tu viens dans un esprit de dire de protection aussi, de dire voilà, genre on veut protéger les écosystèmes, aussi la santé, puis surtout on veut leur demander leurs avis, parce que je veux dire, des emplois dans une fonderie, dans une mine, etc., il y a aussi des emplois qui sont très dangereux, pas en termes de santé physique, mais en termes d'accidents. Peut-être que maintenant, il y a plus de procédures de sécurité, etc., mais avant, je veux dire, pour moi, c'est vraiment les populations qui ont payé le prix le plus fort de la course à l'extractivisme. Donc, je pense que c'est des gens qui doivent être complètement intégrés, puis de toute façon, ça se fera pas sans eux. Et après, ça pose juste la question de... tu sais, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et si c'est une question qu'on peut se poser ensemble, je pense que voilà. Mais tu sais, de la même manière que tu m'as demandé, est-ce que Northvolt, c'est une bonne idée? Est-ce qu'on peut faire ensemble? Puis j'ai dit, moi, je pense qu'on doit, genre, repenser vraiment nos modèles de fonctionnement. C'est pareil, tu vois, un territoire qui a été organisé autour de l'extraction. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Je pense que c'est des questions qu'il faut se poser de manière collective. Et après, l'autre chose aussi, c'est que il y a des exemples. Alors, un exemple que je trouve intéressant, c'est au Myanmar, en Birmanie. Mais tu vois, il y a les populations autochtones là-bas ont lutté contre un projet de méga barrage mené par une entreprise chinoise. Et donc ils ont gagné, ça arrive très rarement, mais voilà, l'entreprise chinoise est juste partie. Et en fait, ils ont créé un parc national, régional, pour protéger leur écosystème, et aussi en retrouvant déjà une dignité, un rapport au territoire, un pouvoir aussi sur un pouvoir de décision, etc. Et ils ont créé un tout petit barrage, beaucoup moins dévastateur en termes d'effets pour leurs besoins propres, parce que oui, il y a des besoins en énergie, tu vois, clairement on a des besoins en énergie, mais où c'était eux qui vraiment avaient beaucoup plus de place dans la prise de décision, etc. Et je trouve que c'est une alternative un peu transformatrice qui est quand même intéressante, tu vois. C'est comment tu redonnes aux populations le pouvoir. Parce que c'est pas vrai que, je veux dire, si t'as pas le choix parce qu'il y a pas d'autre type d'emploi que de travailler à la mine, c'est pas vrai que c'est un vrai choix. Genre, tu sais, c'est un choix qui est contraint. Genre, c'est pas vrai que c'est quelque chose d'émancipateur, etc., etc. Genre, donc, redonner à ces gens des possibilités, puis du choix, puis surtout du pouvoir décisionnel, je trouve que c'est vraiment important.
Puis, en terminant, parce que je sais qu'on a quelques minutes, mais l'exemple aussi de Murdochville, en Gaspésie, où on a tout développé une grande économie autour de l'économie donc de la neige, c'est-à-dire que tous les sports de récréo-touristique, autour du ski en descente libre. Donc, il y a quand même des solutions, il y a des possibilités de sortir de notre terre sable, de voir des économies autrement, qui soient durables aussi, qui soient écologiques. Mais effectivement, des fois, c'est comme la solution 3 ou 4. C'est difficile d'y arriver, mais... Bah c'est ça, ils ont fait un éco-parc avec du tourisme durable où c'est eux qui sélectionnent le nombre d'entrées, dans le sens il n'y a pas trop de gens, donc ça protège leurs espaces naturels, etc. C'est intéressant comme solution. Donc, je te laisse le mot de la fin, Hélène. Pour terminer, Margot, est-ce que tu aurais une recommandation artistique ou culturelle par rapport au sujet, quelque chose à lire, à voir, un film, un podcast, un livre, n'importe quoi, à manger. Ouais, moi je suis pas très originale. Je vais recommander un livre. C'est un livre de Nina Lakhani qui s'appelle Qui a tué Berta Cáceres, féminicide politique, extractivisme et résistance écologique indigène. Ce qui est intéressant avec donc Nina Lakhani, c'est qu'elle est grande reporter chez The Guardian. Et que c'est la seule journaliste internationale qui a assisté à l'entièreté du procès des assassins de Berta Cáceres. Donc le procès était en 2018. Elle s'est fait assassiner en fin 2016. Puis c'est une militante écologique qui avait reçu le prix Goldman en 2016, donc qui est le prix le plus prestigieux pour les militants écologiques au Honduras. Elle luttait notamment contre des barrages en nation Lanka. Et elle s'est fait assassiner par des tueurs à gages employés par la compagnie, c'est DESA, je sais pas le nom, la compagnie qui exécutait le barrage et qui ont... Voilà. Et donc c'est tout. Le livre, c'est une enquête socio-historique sur donc, le procès, mais aussi... son parcours, sa lutte, pourquoi il y a le rôle, tout le monde parlait du rôle des gouvernements, les gouvernements, des fois, ils emploient la force armée aussi dans certains pays, notamment en Amérique latine, en Amérique centrale, etc. Donc voilà, c'est un très beau livre, c'est des très beaux combats, puis c'est quelqu'un qui était très, très inspirante. Voilà. Merci beaucoup, Margot. Margot Morel, doctorante en affaires internationales et tu es affiliée au Cerium. C'est ça. On se croise les doigts pour qu'ils repartagent l'épisode dans leur réseau. Oui, parce qu'en parlant de développement économique, on aimerait ça aussi le podcast. Non, blague à part. Mais non, tu me donnes pas le mot de la fin. Là. Tu peux avoir le mot de la fin, il te reste 1 minute et demie. C'est beaucoup quand même comme mot de la fin, non? Ben, allez mettre un pouce sur nos plateformes, que ce soit Spotify, que ce soit nos réseaux sociaux, donc des multinationales, que ce soit Apple Podcasts. Ça, pour nous, c'est un énorme encouragement. Ça vous coûte absolument rien. J'espère que vous avez aimé le contenu. Si jamais vous avez des questions, vous avez des sujets qui vous passionnent, vous avez des commentaires à faire, on aime débattre, on aime... évidemment dans le respect, mais on aime avoir des idées différentes. Et puis, Margot, merci. Merci beaucoup. Et merci à vous pour l'invitation. J'espère qu'on se revoit à ton retour de Philippines, puisque tu pars faire une étude de terrain. C'est quoi la thématique en 2-3 mots? Très original par rapport à ce dont je viens de parler. Je vais aller faire des entretiens puis une ethnographie donc pour observer comment les communautés s'organisent face aux projets miniers aux Philippines pendant 4 à 5 mois. Ouais. Wow. Surprenant quand même. Ça donne pas ça. Merci Margot, merci Hélène. Merci à vous. Merci Jeffrey. On se retrouve dans 2 semaines. À dans 2 semaines. Salut.